dans mon enfance, dans la famille dans laquelle j'ai grandi et dans l'entourage, ma mère et moi étions un petit peu les deux figures les plus dominées. Moi en tant que PD et elle en tant que femme, comme ça, pour toutes les raisons que je viens de donner. Et finalement, c'est nous qui avons pu, un tout petit peu, puisqu'on ne se défait jamais totalement de la violence, mais un tout petit peu, en tout cas le plus possible, se défaire de la violence. Il y a une forme de paradoxe parfois qui fait que les exclus peuvent devenir les gagnants de l'histoire, parce que quand vous êtes exclu, vous êtes presque forcé, en dépit de vous, à faire un pas de côté sur le monde, par rapport au monde. Et ce pas de côté qu'on vous veut faire, puisqu'on vous dit tu n'appartiens pas, ou alors tu es de côté dans ce monde, tu n'es pas central dans ce monde, tu n'es pas central dans cette famille, tu ne comptes pas dans cette famille, on vous force à faire un pas de côté, et puisque vous faites ce pas de côté, tout à coup vous avez une vision un peu plus globale de la réalité, et la réalité peut vous sembler plus insupportable. Parce que vous la voyez du dehors, vous n'êtes pas plongé dedans. Mon père ou mes frères, qui étaient dominants dans le monde de mon enfance, qui étaient dominants dans la famille, parce que c'était les hommes masculins, machos, qui faisaient la loi, qui donnaient les règles, eux étaient aveugles, parce qu'ils étaient le centre de ce monde, ils étaient le centre de ce système, ils étaient les privilégiés de ce système. Exactement comme la bourgeoisie a tendance à ne rien comprendre du monde et ne rien voir du monde parce qu'elle est au centre et elle est aveuglée par ses privilèges. Ça, c'est une chose extrêmement importante dans toute votre œuvre, c'est que contrairement à Pasolini, vous ne souhaitez pas être dans l'idéalisation des classes populaires, dans l'idée qu'il y aurait une common decency propre à ces classes-là, comme Orwell a pu le dire, et puis ces continuateurs, ces commentateurs français comme Jean-Claude Michéa, ça c'est quelque chose que vous repoussez absolument. Oui, parce que, si vous voulez, ce langage de mon enfance, ce monde de mon enfance était un monde qui était extrêmement destructeur. C'était un monde où, en tant que gay, j'étouffais, ou en tant que femme, ma mère étouffait, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas étouffer en tant que femme dans d'autres milieux, sous d'autres conditions, mais c'est pas sur ça que j'écris, c'est pas ça qui m'intéresse. Et la communauté, elle était extrêmement dure. Moi, dans le village dans lequel j'ai grandi, plus de 50% des individus votaient pour le Front National. Une grande partie des abstentionnistes auraient été des gens, puisque je les connaissais, je les voyais tous les jours, qui auraient voté pour le Front National. Donc si vous faites l'éloge de la communauté ouvrière, vous faites indirectement l'éloge du racisme. Et donc pour moi, l'enjeu, c'est d'essayer de trouver une autre voie qui ne serait pas celle du pasolinisme, pour moi qui m'apparaît comme un peu la vieille gauche, qui consisterait à dire le peuple, la classe ouvrière, rendre l'honneur de la classe ouvrière. C'est parce que c'est aussi dire le racisme dans cette classe ouvrière, aussi les mécanismes d'homophobie, de misogynie, etc. Et à la fois d'échapper aussi à la critique de droite et la haine que la droite peut avoir pour les classes populaires, ceux qui se comportent mal, ceux qui sont un peu sales, ceux qui sont un peu suspects, tout ce discours qu'on entend dans la bouche des gouvernements, de Macron, de la presse de droite, qu'on retrouve de différentes manières. Et vous parliez de la colonisation avant, si vous voulez. C'est toujours comme ça que sont perçus les dominés, de toute façon. Même au moment de la colonisation, dans les pays colonisés, on disait soit les colonisés sont des sauvages, ils sont dangereux, etc., ce qui revient aujourd'hui à plus ou moins la vision de la droite, le Figaro, etc., ou soit ce sont des bons sauvages, authentiques, plus proches de la vie que nous, plus proches du réel que nous. Et ça qui est aujourd'hui encore une vision que perpétue une certaine gauche à l'égard des classes populaires. Et ce couple, qui me paraît être un couple infernal, sauvage, bon sauvage, et en général, ce qui structure la perception des dominés, on le voit aussi chez les femmes, la vieille perception, soit la femme manipulatrice, dangereuse, etc., donc sauvage, ou soit, bon sauvage, la femme douce, la femme qui prend soin, la femme qui rend le monde meilleur, etc. Et je pense que écrire de manière juste, c'est faire un effort pour sans cesse échapper à cette double perception, qui sont en fait deux perceptions qui caricaturent les individus et qui fait qu'on parle jamais vraiment d'eux. Il y a peu de populations qui sont aussi invisibles que les gens qui vivent dans les banlieues aujourd'hui en France, les Noirs et les Arabes parqués dans les banlieues par des politiques violentes, racistes, par une forme de racisme d'État qui n'arrête pas de se reproduire, et pourtant on n'arrête pas de parler d'eux. La presse de droite est obsédée par les cités, par les banlieues, et parfois plus on parle des gens, plus on les caricature et plus on les rend invisibles. Et donc l'invisibilité, parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup en politique et en littérature, c'est un sujet qui est en fait assez compliqué, parce que l'invisibilité, ça peut vouloir dire le silence, mais ça peut vouloir dire aussi une politique extrêmement bavarde. Au fond, les gouvernants, les dominants sont obsédés par les classes populaires. Quelqu'un comme Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de parler des classes populaires. Ils sont fainéants, ils ne travaillent pas assez, ils empêchent les réformes, ils sont grégaires, ils bloquent tout, ils empêchent tout, ils sont haineux. Ils sont haineux.
c'est une foule haineuse, il faut leur enlever des aides parce que sinon ils ne travailleront pas, il faut leur enlever ceci parce que sinon ils ne feront pas cela. Et en fait, le discours du pouvoir n'est pas du tout un discours qui ne parle pas des dominés. C'est un discours qui est au contraire obsédé par les dominés, obsédé par les pauvres, obsédé par les classes populaires, mais qui est en fait sur le mode de la persécution et une manière de plus on parle d'eux, plus on les rend invisibles. Donc qu'est-ce que ce serait une parole qui rend visibles réellement les individus dans toute leur complexité? Pour moi, ça c'est un des enjeux de mes livres, de Combat et métamorphose d'une femme, mais aussi de tous les autres avant. Et si vous voulez, je suis un peu bavard, mais comme toujours, mais il y avait cette très belle idée de Jacques Derrida qui disait au fond, tous ces discours d'une pseudo-gauche, qui sont pour moi en fait pas des discours de gauche, qui consisteraient à dire les classes populaires, elles sont meilleures que les autres, plus authentiques, etc., en enlevant la possibilité aux classes populaires de parfois être inhumaines, ce qui ne veut pas dire tout le temps, ce qui ne veut pas dire partout, ce qui ne veut pas dire tout le monde, ce qui veut dire par exemple mon père avec ma mère, on leur enlève leur humanité, parce que Derrida disait on ne dirait jamais d'un chat qu'il est inhumain, on ne dit jamais d'un chien ce chien est inhumain, et au fond on ne peut être inhumain que ce qui est humain. Et enlever à des individus leur possibilité d'être inhumain, c'est leur enlever leur humanité au fond. Moi j'étais comme paralysé par cette violence de classe soudaine, et je n'arrivais pas à m'exprimer. J'ouvrais les journaux ou j'ouvrais les réseaux sociaux, j'avais envie de pleurer. Je me suis dit au fond, ce mouvement des Gilets jaunes, c'est comme un test de Rorschach de la bourgeoisie qui tout à coup est forcée à dire qui elle est. Vous savez, ces tests où on montre des taches avec des couleurs aux gens, on leur demande qu'est-ce que vous voyez. Comme ça permet d'analyser ce qui se passe dans leur tête. Au fond, le mouvement des Gilets jaunes, c'était ça pour les dominants. C'était un mouvement qui apparaissait et qui forçait à la bourgeoisie, et en tout cas à une fraction de la bourgeoisie, parce à avouer, exactement. Et pour moi, c'est ça aussi une grande œuvre littéraire ou un grand mouvement politique, c'est quelque chose qui force les gens à dire qui ils sont vraiment. Et ça, pour moi, c'est déjà révolutionnaire. On ne changera pas les gens, vous ne changerez pas les dominants, vous changerez une petite partie des gens, vous changerez une toute petite fraction des gens, mais les dominants, vous ne les changerez pas parce qu'ils ont intérêt à conserver la domination. Ils ont intérêt à maintenir des gens en bas pour rester en haut. Et donc l'enjeu, ce ne sera jamais de les transformer, l'enjeu, ce sera de les remplacer, de faire en sorte que d'autres prennent le pouvoir, de faire en sorte que d'autres prennent la parole. Mais si vous voulez pouvoir les affronter, si vous voulez pouvoir affronter les dominants, il faut d'abord qu'ils soient forcés à dire qui ils sont vraiment, de manière à avoir une prise sur le réel. Et si vous voulez, dans la manière dont le mouvement des Gilets jaunes est apparu, d'un seul coup, il y a toute une fraction de la classe dominante, parce qu'il y a aussi des classes dominantes révolutionnaires, des classes dominantes de gauche, il y a toujours eu des alliances, évidemment, dans l'histoire de la lutte contre la violence de classe. Il y a toute une fraction réactionnaire des classes dominantes qui a été forcée de dire qui elle était, qui a tout à coup été forcée de dire à quel point elle détestait les pauvres, à quel point elle méprisait les pauvres. Et d'habitude, évidemment, c'est quelque chose que cette classe cache, qu'elle tait, parce que c'est pas dissible, et donc elle l'euphémise, elle le dit à moitié. Et là, tout à coup, voilà, ils étaient forcés. Très souvent, ce sont les perdants de l'histoire qui font la littérature, ce sont les perdants de l'histoire qui font l'art, et tout le reste disparaît un petit peu. Et je me souviens d'un très bel entretien avec Toni Morrison en France, où Toni Morrison disait aux journalistes qu'il interviewait « Si les Noirs avaient esclavagisé les Blancs, aujourd'hui, vous auriez écrit un livre sur ça et moi je serais là pour simplement vous poser des questions. » Et en fait, ce sont les perdants de l'histoire qui écrivent. Et c'est une bonne nouvelle, c'est que, au fond, le pouvoir, quand il produit de la violence, produit aussi, engendre les résistances à cette violence. Et que le pouvoir ne sera jamais tranquille. Le pouvoir, c'est quelque chose d'inquiet. Et c'est pour ça qu'il suffit qu'un tout petit mouvement émerge, que des gens de gauche commencent à dire des choses sur les violences faites aux femmes, ou sur le racisme, ou sur les violences policières, pour que tout à coup les gouvernants aient l'impression que c'est partout, qu'il y a une invasion de la gauche qui est partout, qu'on a l'impression qu'il y a une islamo-gauchisation de la France. Parce que le pouvoir est inquiet. Vous savez, en ce moment, je cite beaucoup cette chanson de Léo Ferré qui parle des anarchistes et qui dit il n'y en a pas un sur 100. Et pourtant, ils existent et on les voit partout parce qu'on a peur d'eux. Et le pouvoir a peur. Le pouvoir est dans une forme de peur de la révolte qui fait qu'il suffit qu'il y ait des tout petits éléments de révolte pour qu'au fond, il y ait une sorte de sentiment d'invasion. Et ça, je pense que c'est une arme quand on se bat, c'est que le pouvoir est toujours plus faible que ce qu'il voudrait nous faire croire, et que
Se battre, ça peut être aussi dans la politique, dans la littérature, dans l'art, ça peut être aussi quelque chose qui a des effets parce que le pouvoir est terrorisé. Il essaie de nous terroriser avec les discours, avec les humiliations dans les discours, avec les violences policières. On voit beaucoup contre les mouvements sociaux, mais il y a quelque chose de l'ordre de la peur chez les gouvernants. Ouais.